Là, on a fait travailler quelqu'un pendant toute la journée. Et c'est son moment. Puis moi, je ne voudrais pas être dans ses souliers parce que il y a tellement de choses qui ont été dites, c'est incroyable. Mais elle a l'habitude de la synthèse. Et c'est Stéphanie Gramont, qui est éditorialiste en chef et responsable de la section débat à la presse, qui a été d'ailleurs à la chronique consommation pendant plus de 20 ans. Donc, elle est capable de voir les différents concepts économiques, soyez sans crainte. Et donc, elle va nous dresser la synthèse de cette journée-ci, de cette réflexion-là sur la soutenabilité des 3 paliers de gouvernement avec les défis dont on a parlé, vieillissement, donc choc démographique, choc environnemental, choc santé. Alors, Stéphanie, à vous la parole. Merci Marie, merci beaucoup. C'est vrai que c'est un grand défi de faire la synthèse, une synthèse éditoriale comme on m'a demandé de le faire aujourd'hui. Depuis ce matin, j'écoute tous les intervenants. Tout le monde est passionné et passionnant et je me retrouve vraiment face à un beau problème où je pourrais faire non pas un, mais au moins une douzaine d'éditoriaux avec tout le matériel, là, toute l'information dont j'ai pris connaissance aujourd'hui. Et là, je suis submergée. Alors, je vais me permettre de prendre un pas de recul pour vous raconter une histoire, finalement, qui remonte au 19e siècle. Mais vous allez voir, il y a un lien. À cette époque-là, vous savez, les chevaux, c'était le principal mode de locomotion et c'était vraiment un rouage essentiel là, du financement, pas du financement, du fonctionnement, pardon, des grandes villes qui étaient en pleine expansion. Bien, la population augmentait, le niveau de vie augmentait et il y avait de plus en plus de chevaux et malheureusement aussi, il y avait de plus en plus d'excréments dont il fallait se débarrasser et on empilait tout ça sur des terrains vacants. Il y en avait pour 60 pieds de haut, les mouches butinaient, ça amenait des maladies un peu partout à travers la ville. Donc, c'était vraiment rendu un problème de santé publique majeur. Et on pensait même que c'était insurmontable, qu'on ne pouvait pas contrer cette tendance-là. Il y avait même un prévisionniste new-yorkais qui avait dit qu'il y aurait de la bouse de cheval jusqu'au 3e étage de Manhattan dans quelques décennies. Et donc, pour trouver des solutions, il y a une conférence qui a été organisée autour de 1900 à New York et il y a des spécialistes, des urbanistes de partout à travers le monde qui se sont présentés. Il y en avait pour 10 jours de conférence, puis au bout de 3 jours, ils ont dit non, on repart à la maison parce qu'il n'y a rien à faire. C'est un problème insurmontable. Et bien évidemment, vous connaissez la fin de l'histoire. L'automobile est arrivée, puis à partir de 1912, finalement, il n'y avait plus de chevaux dans les rues de New York, il y avait des voitures. Donc maintenant, on a peut-être des problèmes de pollution, mais enfin, pas de la même nature, disons. Cette crise-là, si je vous raconte ça, c'est évidemment parce que c'est un peu drôle, mais aussi parce que ça nous rappelle à quel point c'est périlleux de faire des prévisions à très long terme. Bien des choses peuvent arriver, une pandémie par exemple, et donc on peut évidemment se tromper. Mais ça ne veut pas dire que ça ne vaut pas la peine de faire cet exercice-là, de se projeter dans le temps comme on le fait aujourd'hui pour essayer de poser un diagnostic sur la soutenabilité des finances publiques. Au contraire, c'est vraiment essentiel. Le vieillissement de la population, c'est un phénomène inéluctable. Le spécialiste Yves Carrière nous l'a rappelé aujourd'hui. Ça va avoir des répercussions majeures, notamment sur le financement des soins de santé, mais sur plein d'autres secteurs aussi. On a des dettes importantes qu'on a contractées aussi durant la pandémie qui vont retomber lourdement sur les prochaines générations. C'est Don Drummond qui nous en a parlé. Lui, il s'est projeté jusqu'en 2035 et comme un fantôme de l'avenir fiscal qui nous guette, là, il avait quand même raison de nous faire un peu peur. Parce que les gouvernements ne doivent pas se mettre la tête dans le sable. Il faut ajuster le tir maintenant. Sinon, évidemment, c'est les jeunes, beaucoup moins nombreux, qui vont être pris avec les problèmes dans 20 ans, dans 30 ans. Et moi, je me souviens, quand il y avait beaucoup d'annonces, de points de presse durant la pandémie, on annonçait des milliards ici, des milliards là, et mes enfants écoutaient la télévision, puis ma fille, je me souviens encore, me demandait « Mais qui va payer pour tout ça, maman? » Et je lui ai répondu « Bien, tu sais, ma puce, je pense que ça va être toi. »
Alors, on ne veut pas en rajouter encore plus qu'il y en a. Donc, c'est important de se projeter dans l'avenir parce que ça nous donne encore le temps de changer les choses, ça nous donne le temps d'innover et de dire, bon, mais comment on peut faire les choses différemment. Et de la conférence d'aujourd'hui, moi, j'ai retenu quand même plusieurs constats importants, plusieurs choses qu'on peut mettre en pratique et puis qui seraient des bonnes pistes de solutions. La première chose, c'est que je dirais qu'il faut que le fédéral résiste à la tentation de dépenser abondamment sans tenir compte des besoins des provinces, comme on l'a vu un peu dans le budget qui a été soumis là, au printemps dernier. Je me souviens plus du mois, là, désolé. Le pire, c'est que ces dépenses-là vont mettre de la pression en plus sur les finances des provinces qui elles-mêmes vont être obligées d'investir si elles veulent aller chercher la part du gâteau fédéral. Donc, on le sait, là, on en a pour 100 milliards de dépenses sur 3 ans, pas juste pour lutter contre la pandémie et puis essayer de stimuler la relance. Il y a aussi des nouvelles dépenses récurrentes pour environ 16 milliards qui vont finalement nous rester, là, même une fois que la pandémie va être de côté, là, on espère le plus vite possible. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que dans le budget, on n'a pas vu par ailleurs comment on était pour financer ces nouvelles dépenses-là. Il y avait bien peut-être ici et là, on fera payer les riches un peu plus ou peut-être que on ira chercher dans les paradis fiscaux. Tout ça est très bien, il n'y a pas de doute là-dessus, mais en même temps, on ne peut pas s'imaginer qu'on va offrir des services à l'ensemble de la classe moyenne et à faire payer seulement quelques personnes à gauche, à droite. Il faut y penser. Luc Godbout, tout à l'heure, nous a dit si on doit aller chercher de l'argent dans les poches des contribuables, essayons de le faire de la meilleure façon possible. Est-ce que ce serait une taxe à la consommation qui augmenterait? Est-ce que ça serait l'éco-fiscalité? On sait que l'éco-fiscalité, bien évidemment, c'est sous-utilisé au Canada, à la fois au fédéral, au provincial, dans les municipalités. Et bien, ça a l'avantage de, oui, faire mal peut-être à nos poches comme contribuables, mais quand même à faire du bien à l'environnement. Alors, il y a un facteur positif là-dedans aussi. Si on doit aller chercher de l'argent pour financer des services publics, il faudrait qu'on regarde de ce côté-là en priorité, je crois. Je dirais aussi que toute la question du déséquilibre fiscal est restée vraiment là, dans les discussions là, tout au cours de la journée et à juste titre parce que c'est vrai qu'en ce moment, comme on le dit, là, l'argent est à Ottawa, les besoins sont dans les provinces et puis les problèmes dans les municipalités. Donc, qu'est-ce qu'on fait? En ce moment, les provinces ont des problèmes parce que ce sont elles qui payent les soins de santé. Et c'est un budget qui est en croissance. On le sait, plusieurs experts l'ont dit aujourd'hui, les dépenses de santé vont augmenter plus vite que la croissance de l'économie. Donc, les transferts en santé ne suivent pas et ça crée un déficit qui s'accumule là, déjà depuis plusieurs années. Il y a des provinces qui s'endettent pour payer le Steinburn, si on peut dire. Ce n'est pas soutenable. Et donc, les provinces ont raison de demander un ajustement à Ottawa. On voit que le fédéral n'a pas l'air pressé de s'attaquer à cet enjeu-là, mais il va falloir prendre la question de front tôt ou tard. Comment on va s'y prendre? Est-ce qu'on pourrait créer un comité de personnes indépendantes pour essayer de mesurer exactement quelle est l'ampleur de ce déficit-là, puis essayer de régler le problème, un peu comme on l'a fait pour analyser la péréquation. Ça pourrait être une piste de solution. Mais peu importe l'issue, peu importe le résultat d'un nouveau partage là, des coûts des soins de santé, il faut bien comprendre que que ce soit Ottawa, que ce soit Québec ou que ce soit quelqu'un d'autre qui paye, ça va finir au bout de la ligne par toujours sortir de la poche du contribuable, et ça, c'est la même poche. Donc, il faut essayer d'aller plus loin que juste dire qui doit payer. Oui, les coûts de santé sont un enjeu et il y a certainement des façons d'essayer de réduire l'escalade des coûts. Et à ce chapitre-là, bien, ce que j'ai entendu aujourd'hui, c'est que les gains de productivité, c'est la clé en santé, mais aussi ailleurs pour essayer d'améliorer notre sort. Donc,
on le sait de manière générale, et c'est Mia Homsi qui nous l'a rappelé, le Québec traîne un retard historique face aux autres provinces en matière de productivité. Et ça nous nuit. Donc, si on veut s'en sortir, il faut essayer d'investir de plus en plus dans notre monde, dans les ressources humaines, parce que la formation, c'est crucial, étant donné que les postes deviennent de plus en plus spécialisés. Mais il faut investir aussi dans la technologie. On revient au système de santé. La pandémie nous a montré qu'il y avait des failles immenses dans notre système de santé, mais nous a aussi montré qu'on peut changer radicalement nos façons de faire, et vite à part de ça. Je pense en particulier à la télémédecine qui a connu quand même un essor important. C'est des choses qu'on peut mettre de l'avant, qu'on peut changer. Les soins de longue durée, c'est un endroit où il faut vraiment se concentrer et essayer de voir comment on peut faire les choses différemment. Les soins à domicile, les soins pour les personnes qui sont dans des CHSLD, on a vu à quel point là, il y a un enjeu crucial de ce côté-là. Et c'est intéressant parce qu'il y a une étude toute fraîche du Cyrano qui est sortie cette semaine et qui montre qu'on peut réorganiser les soins à domicile pour dégager des économies importantes. Et bien évidemment, ça fait de l'argent qu'on peut réinvestir pour offrir des services là, à une population âgée qui va être en croissance importante. Et on sait que les personnes qui ont 90 ans et plus peuvent coûter beaucoup plus cher là, de soins de santé que celles qui sont en dessous de 65 ans. Donc, c'est important de voir ces coûts-là venir et de se dire comment on va faire pour y faire face, parce qu'autrement, on va se retrouver devant un mur. Un autre facteur que j'ai trouvé bien intéressant, et que personnellement j'ai appris aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de l'escalade des coûts en soins de santé qui sont dus à une augmentation des maladies chroniques. On pense souvent que c'est le vieillissement de la population, mais Raquel Fonseca nous a dit non, il y a aussi un facteur important, c'est qu'il y a beaucoup de maladies chroniques. Donc on vit plus vieux, mais surtout on vit moins en forme. Et ça, c'est quelque chose où on pourrait agir en faisant plus de prévention et peut-être qu'on aurait à la fois les bénéfices d'être plus en santé plus longtemps et évidemment, ça coûterait moins cher aux finances publiques, donc c'est gagnant-gagnant. Il y a certainement quelque chose à faire de ce côté-là. Voilà. Mais il n'y a pas que notre système de santé qui est malade. Il y a aussi toutes nos infrastructures. On a su, on le sait là, dans le plan d'infrastructure du Québec qui a été dévoilé là, en même temps que le budget, il faudrait 28 milliards de dollars pour remettre en état toutes nos infrastructures publiques, donc les routes, les écoles, les hôpitaux. Et ça, c'est un chiffre qui est très prudent, disons, là, parce que ça pourrait facilement être davantage que ça, mais restons-en à 28 milliards, c'est déjà énorme. Et ça, c'est comme une dette cachée qu'on transmet aux générations futures parce qu'on refuse là, pendant des décennies de faire les travaux qui auraient été souhaitables. C'est sûr que c'est toujours plus vendeur quand on est un politicien d'annoncer des nouveaux projets et de gagner des votes que de dire on va faire de l'entretien et désolé, il va y avoir des cônes oranges et ça fait enrager la population. Donc, c'est certain qu'il faut voir au-delà et se dire, est-ce qu'il vaut mieux construire un troisième lien entre Québec et Lévis, un projet pharaonique qui va favoriser l'étalement urbain, ou est-ce qu'il vaudrait peut-être mieux entretenir le pont de l'île aux Tourtes, parce que quand on est obligé de le fermer au pied levé, ça pose des problèmes immenses à la population. Et donc, on peut se dire, finalement, est-ce que quand on a le toit qui coule dans la maison, c'est une bonne idée d'aller se creuser une piscine? Je ne penserais pas. Je crois donc que, étant donné que les ressources sont limitées, il va falloir dans l'avenir prioriser et veiller à ce que l'entretien soit bien fait avant de construire du neuf, parce que autrement, si on tarde, bien évidemment, plus on tarde à faire des travaux et puis plus ça coûte cher.
Je vois que le temps file. Je glisse un mot sur les municipalités qui, évidemment, on veut parler des 3 paliers de gouvernement. Et les municipalités aussi ont leur enjeu, notamment du côté de l'environnement. Le problème, c'est que la pandémie a fait en sorte que les gens veulent avoir des maisons plus grandes. On le comprend à cause du télétravail. Et puis, en même temps, le prix des maisons dans les villes a explosé, là, pratiquement de 25 % en un an. Alors, on se met à la place des jeunes qui veulent acheter une maison. Ça devient vraiment très difficile. Et évidemment, ça fait en sorte qu'il y a de plus en plus d'étalement urbain, ce qui est plutôt nocif pour l'environnement. Il va falloir garder en tête, trouver des solutions pour essayer de densifier de façon intelligente les villes, tout en gardant là, des espaces verts pour contrer les îlots de chaleur, puis aussi pour permettre à la population là, de décompresser. Là, on a vu à quel point les parcs sont importants durant le confinement. Donc, c'est un autre élément qu'il faut garder en tête. J'arrive à la conclusion en fait, ce que je dirais, c'est qu'il va falloir faire les bons choix, tout palier de gouvernement confondu, en regardant plus loin que le bout de notre nez et surtout en pensant à nos jeunes. Déjà, le déséquilibre intergénérationnel est préoccupant. On le voit du côté des régimes de retraite où les jeunes paient considérablement plus cher que leurs aînés. On le voit avec l'habitation, je viens d'en parler, les prix sont rendus tellement élevés à cause des taux d'intérêt qui sont restés bas si longtemps que ça devient extrêmement difficile d'accéder à la propriété. Les jeunes sont obligés de s'endetter de façon assez effrayante pour s'acheter une maison. Et finalement, je dirais, avec les dépenses liées à la pandémie, il faut bien voir que tout l'endettement des gouvernements ne va pas se rembourser tout seul. Il y en a quand même qui pensent que les dettes vont se digérer par elles-mêmes grâce à la croissance économique et à la faiblesse des taux d'intérêt. C'est une façon de voir les choses, mais on ne peut pas avoir la certitude que les taux d'intérêt vont rester aussi faibles pour 20 ou 30 ans. La dette, ça reste un fardeau pour les générations futures et ça reste un risque si on maintient un niveau d'endettement élevé à long terme, qu'on n'ait pas la même flexibilité financière qui nous a très bien servi durant la pandémie. Si on n'a plus cette flexibilité-là dans l'avenir, on est beaucoup plus sensible à un prochain choc. Donc, je me dis, ne soyons pas dupes. Les problèmes ne vont pas tous se résoudre tout seuls. La dette ne va pas s'effacer par magie. C'est pas comme les chevaux dans les rues de New York. Voilà. Alors, merci. Je recède la parole à Marie. Merci beaucoup, Stéphanie. Défi relevé, parfaitement bien. Puis là, j'ai hâte, effectivement. Moi, je pense qu'on va voir dans tes éditos, là, on va sentir l'influence de cette journée-ci. Moi, je retiens aussi une chose dans ce que tu dis, c'est que ça va prendre du courage. Parce que, tu sais, regarder plus loin que le bout de son nez, c'est ça. Donc, ça va prendre du courage politique, mais moi, j'ai envie de dire du courage partagé. Donc, partagé avec tous les différents intervenants. Nous, comme citoyens, des fois, de choisir nos élus en fonction de cette perspective à long terme. Nous aussi, pour ceux qui sont élus, d'avoir le courage de faire des promesses qui sont des promesses dans cette perspective-là. Donc, une perspective à long terme qui est responsable, qui parfois change le paradigme. C'est un mot que j'aime pas, mais qui change la vision des choses. Alors, ça va prendre beaucoup de courage. Mais moi, je pense que si on commence à semer ici et là, éventuellement, il y a quelque chose qui va germer. Et j'ai adoré l'anecdote des chevaux. Je vais m'en souvenir longtemps. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Marie. Merci beaucoup. Alors, on termine la journée avec Luc Godbout, avec qui j'avais commencé. Bonjour, Luc. Bonjour. Alors, est-ce qu'on pourrait dire, on a dit à Stéphanie que c'était mission accomplie comme synthèse. Est-ce qu'au niveau des objectifs, on peut dire mission accomplie? Je pense qu'on peut dire mission accomplie pour l'ensemble de la journée, puis qu'on peut arriver dès maintenant à nos remerciements. D'abord à toi. Merci beaucoup. Pour ton animation, pour les interactions que tu as aussi avec les panélistes, avec les participants. Je pense que tu arrives à mettre tout le monde à l'aise.
Puis pour la personne qui est derrière son ordinateur puis qui écoute ça, je pense que ça rend ça un peu plus animé, un peu plus interactif, un peu plus attrayant. Écoute, merci à toi et à Suzy et à Mathis pour l'invitation parce que c'est un sujet qui me passionne. C'est un sujet qui devrait tous nous passionner comme citoyens, comme payeurs de taxes. Et j'espère que, justement, on permet de vulgariser un petit peu plus avec mon regard qui est moins initié que ceux des économistes qui sont avec nous. C'est bon. Merci à Stéphanie Gramont, notre éditorialiste du jour, donc pour son éditorial parlé. Je pense que c'est un plus à cette journée-là. Oui. On l'apprécie beaucoup. À l'équipe de la chaire, évidemment. Moi, ça a de l'air facile. J'arrive ici, je prends la parole le matin, mais c'est organisé. Il y a des gens là, qui travaillent fort pour que ça soit un succès. À nos panélistes, évidemment, qui sont venus toute la journée, qui ont été très, très, très bons. Vraiment. Tu sais, qu'on pense aux défis transversaux, au fédéral, au débat fédéral, au débat du Québec, au débat municipal. Je pense que c'était vraiment... C'est rare qu'on fait ça, traiter des 3 niveaux de gouvernement la même journée. Mais c'est riche, parce que ça nous permet de voir les interactions. Puis, honnêtement, ils avaient aussi un défi de temps. Oui. Et ils ont tous relevé ce défi-là de façon phénoménale, en nous amenant beaucoup de profondeur, malgré tout, sur les enjeux. Merci à nos partenaires financiers de diffusion. Je ne sais pas si on va les voir à l'écran, mais sans eux... Ben oui, ils sont là. Ils sont là, comme parce prévu. Que justement, l'équipe technique est extraordinaire, toujours prête à passer la POC, comme on dit. Ce qui nous amène à dire merci aux gens de TV Rive-Sud de nous accueillir encore une fois, évidemment. Puis un dernier mot, merci aux participants derrière leur ordinateur qui ont... J'espère que ça vous a plu. Si vous avez dû vous absenter parce qu'on reçoit un courriel, on a une petite réunion, sentez-vous pas coupable. On a tout ce qui a été dit aujourd'hui. Il y a des capsules, ça va être fait. On va mettre ça en ligne rapidement, des petites capsules pour chacune des interventions. Puis on va nous-mêmes faire une petite synthèse écrite. Peut-être pas, faut se donner quelques jours, mais on va essayer de ramasser ça et puis de mettre ça en ligne pour qu'il y ait le plus de bagages de cette journée-là qui reste. Bien, en tout cas, on se le souhaite comme consommateur. Alors, comme consommateur, parce que oui, il va peut-être avoir un impact connaissant l'homme qui est à côté de moi, la taxation des biens et services. Ça lui parle un petit peu. Alors, mais comme citoyen, comme payeur de taxes, je pense que c'est important de laisser des traces. Merci encore pour tout. Merci de réfléchir à ces enjeux-là qui font réfléchir, je pense, tout le monde un peu plus, qui nous amènent un peu plus loin. Merci beaucoup. Parfait. Merci, Bye. Au revoir.